Moi, je vais présenter donc la maison d'édition Ypsilon, dirigée par Isabella Kekaglini. La maison d'édition est née en 2007, dans des circonstances particulières. Au départ, il y a une thèse sur Mallarmé, puis un passage par l'école Estienne pour comprendre l'économie du livre de Mallarmé. Un coup de dé, jamais n'abolira le hasard. Donc en 2007 naissent les éditions Ypsilon, avec cette idée de publier le coup de dé d'après les épreuves de l'édition qui devait paraître chez Vollard, avec les lithographies d'Odilon Redon. Isabella donc reprend à l'identique le livre en respectant le plus scrupuleusement possible la maquette originelle qui aurait dû donc paraître, qui n'a jamais paru, donc avec les lithographies, le respect de la typographie, donc en dido, et évidemment la mise en page, voilà, et le format tout particulier, grand et très mince, très facile à présenter en librairie. Voilà. C'est la publication de ce livre qui donne les deux directions de la maison d'édition du catalogue. Donc une collection bibliothèque typographique et une collection littérature avec poésie, prose, théâtre et correspondance. La bibliothèque typographique compte 10 titres, donc des monographies, des études, ouvrages pédagogiques de créateurs typographiques. On retrouve là le goût d'Isabella pour une discipline fondamentale de la belle édition, l'intérêt pour la matérialité du texte. La collection littérature comporte des correspondances, donc excusez-moi du peu, mais Roger et Gilbert Lecomte, René Daumal, Léon-Pierre Quinte, et des textes donc, épuisés ou inédits d'auteurs tels que Djuna Barnes, Pasolini, Amelia Rosselli, Unica Zurn, Yannick Ritsos, Bataille, Baldwin et Alejandra Pizarnik. Justement, Alexandra Pizarnik, que Isabella décide d'éditer en entier, c'est-à-dire qu'elle va reprendre toute l'œuvre de l'auteur parce qu'elle part du principe que pour défendre une œuvre, il faut éditer plusieurs livres. Elle le fait toujours dans le respect donc, de l'édition originale, c'est-à-dire telle que pensée par l'auteur. Dans le cadre de Pizarnik, elle donne ainsi à voir une œuvre en élaboration, en respectant sa construction, sa spécificité. On imagine que cela a donné une grosse recherche documentaire et bibliographique. On arrive ainsi à 12 volumes de poésie, de la prose inédite en français, le cahier jaune, prose évidemment indissociable de la recherche poétique. Et Isabella éditera aussi la seule pièce de théâtre de Pizarnik. L'ensemble donne à voir un travail éditorial cohérent, la couleur lilas, parce que la fleur lilas, parce que le mot lilas sont récurrents dans l'œuvre de Pizarnik. Le caractère typographique, knockout, je cite Isabella, knockout, famille de caractères contemporaines inspirée des anciens caractères en bois pour les affiches. Il permet de produire une unité dans la différence grâce à ces déclinaisons. Donc la couleur lilas de la couverture, le respect de la mise en page bien évidemment, et l'achat de beau papier. Et donc, évidemment, l'achat du beau papier. Allez, on va dire ça comme ça. Vous comprendrez bien donc que le hasard, si le hasard et Mallarmé ont bien fait les choses, Isabella est tout sauf hasardeuse dans son travail. Tout se fait écho, tout se tient. On le voit aussi dans l'unité donc des différents livres, correspondance entre papier, entre typographie. Chaque ouvrage a sa propre typographie. Je voulais faire aussi une mention spéciale à Pauline Nunez, la graphiste de la maison. On est à 4 minutes 57, à toi Poupée. Merci beaucoup Michel. Et je sais que vous êtes tous fatigués, je le suis aussi, donc je vais être très très brève.
Alors, je présente pour la rentrée, ce livre sortira au mois de novembre. C'est le 4e livre de John Barnes que nous publions, parce que comme elle a bien dit Michel, on aime suivre une œuvre. Donc on a commencé par son premier livre qui a été inédit en français, 8 poèmes et 5 dessins, les livres des Répulsives. On a continué avec Rader, qui avait déjà paru chez Bourgois, mais donc John Barnes, comme disait Joyce, la plus célèbre des inconnus. Les livres étaient épuisés et donc on a bien pensé le ressortir, aussi bien que l'Almanach des Dames. Alors ce qu'il y a de particulier quand même, comme Michel elle a dit, c'est qu'on reprend l'édition originale des livres et les livres tels qu'ils ont été conçus par l'auteur, ce qui donne des mises en page et dans les cas de John Barnes aussi la reproduction des dessins qu'elle avait fait elle-même. Ce livre est apparu en 28 à Dijon. Donc, John Barnes, pour dire brièvement, je m'appuie pour... donc, elle est connue, entre guillemets, comme l'auteur génial du chef-d'œuvre inconnu du modernisme, son roman Nightwood, qui est toujours disponible au Seuil, malgré le Seuil l'ait laissé épuiser plusieurs fois. Et cela depuis 1957. Il avait d'abord paru sous le titre L'Arbre de la Nuit, traduit par Pierre Léris. Ensuite, Pierre Léris lui-même change le titre, c'est Le Bois de la Nuit. Il est préfacé par T.S. Eliot, et il paraît en 1936 à Londres et en 1937 à New York. Comme donc, c'est le seul livre qui n'a jamais été épuisé, malgré il y a eu des trous. Les livres que nous allons publier, La Passion, avait paru avec l'Almanach des Dames chez Flammarion et en 80. Et depuis des années, il était introuvable. Donc je continue un petit peu pour vite fait dire qui est John Barnes pour qui ne le sait pas encore. L'icône du Paris américain des années 20. John Barnes est la femme toujours un peu en retrait sur les albums des familles de la Lost Generation, mais toujours là aux côtés de Gertrude Stein, Ezra Pound, Ernest Hemingway, Francis Scott Fitzgerald. Elle est la langue la plus acerbe du cercle de Nathalie Barney, l'amie et l'émule méconnue de James Joyce, qui disait justement l'inconnue la plus célèbre du siècle. Mais elle est aussi celle qu'on est surpris de reconnaître en danseuse frénétique au détour d'une scène des Midnight in Paris de Woody Allen, ou récemment parmi les 7 femmes d'Elie Salver. Et ce qui est important pour nous dans cette réédition de La Passion, c'est aussi de reprendre la traduction de Monique Wittig, prix Médicis 1964, avec le Poponax, publié par Minuit, écrivain et romancière et théoricienne, qui, dans l'avant-propos de La Passion, qui est en fait un essai important et essentiel, car elle sort l'œuvre de John Barnes d'une catégorie qui devrait désormais être obsolète, puisqu'il affirme irrévocablement qu'il n'y a pas d'écriture féminine. Et c'est là que j'y tiens particulièrement, parce qu'on n'a pas que John Barnes comme auteur femme, mais bon, Amélia Roussel, Lee Pizarnik, bientôt Ingeborg Bachmann et Alphabet, Christensen. Donc, 2 derniers mots sur ce livre. Donc, ici, c'est juste la prépublication, dont il y a 4 nouvelles des 9 du recueil. C'est donc John Barnes se réunit en 62 dans Spillway, qui est le titre original, 9 nouvelles écrites entre 23 et 29, composées d'une plume à vif qui écorche toute bienséance. Ces nouvelles sont caractéristiques des sonars, tant pour la justesse du geste et du trait que pour une aventure de la langue proche de la force du poème en prose. C'est pour ça que ces romans, on me dit qu'ils sont très difficiles à lire, peut-être cette écriture est très exigeante. Elle considérait ces recueils, les derniers livres qu'elle a conçus et défendus, comme l'un des plus achevés avec son célèbre roman Les Bois de la Nuit. Les discours de John Barnes y fonctionnent comme un déversoir des passions, peut-être pour ça ce titre, qui ne correspond pas tout à fait à celui de l'original, mais reprend les titres de la dernière nouvelle, où la part belle est faite à ce qui ne se dit pas ou à ce qu'on ne veut pas reconnaître. Et je termine pour le bonheur de tout le monde. Super.